celle des titis, des grisettes, que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus en gare de Sète. Mon caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf, vulgairement parlant, il est plein comme un œuf, et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire tard, et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Il est mort, le poète, aurait dit son compagnon de scène Gilbert Bécaud, mort à 60 ans tout juste. Georges Brassens avait fêté son anniversaire il y a 8 jours. Mort aussi là où il le voulait, tout près de Sète, à Saint-Gély-du-Fesque, face au cimetière marin de Paul Valéry qu'il chantait tout à l'heure, terminus en gare de Sète. Il venait de subir une intervention chirurgicale pendant l'été, il souffrait depuis longtemps de calculs rénaux. Et à force de faire des pieds de nez à la mort, celle qu'il appelait parfois la faucheuse ou la camarde, s'est vengé. Puis tout le monde est triste, chez nous, chez vous, chez ses copains qui seront là tout à l'heure, à Bobino, où il devait préparer sa rentrée au début de l'année prochaine. On est là, tout bête, à 20 ans, à 40, à 60, on a perdu un oncle. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins, sans le latin, la messe... Il est mort ce matin, 8 jours après avoir fêté ses 60 ans. Georges Brassens était né le 22 octobre 1921 à Sète. Fils de maçon, il fait ses études à Montpellier, puis il monte à Paris, il pratique plusieurs métiers, et il est découvert par Patachou. On est alors en 1952. Sa carrière d'auteur et d'interprète commence. Il chante dans les grands cabarets parisiens. La France découvre peu à peu cet ours mal léché au cœur tendre. Les 135 titres de son répertoire sont sur toutes les lèvres. Son œuvre avait été couronnée, entre autres, par le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros en 1964, puis par le Grand Prix de l'Académie française en 1967. Depuis plusieurs années, Georges Brassens souffrait atrocement de coliques néphrétiques qui l'ont à plusieurs reprises conduit sur une table d'opération. Et c'est peut-être pour cela qu'il vivait familièrement avec la mort dans ses chansons. Chaque fois que je meurs fidèlement, chantait-il, ils suivent mon enterrement. C'était un homme simple, demeuré simple, ne vivant pas à la recherche forcenée de la gloire. Il n'avait joué qu'une fois dans un seul film, Porte des Lilas, et il détestait le cinéma. Seul comptait la compagnie de ses copains. L'écrivain René Fallet, son contrebassiste Pierre Nicolas, les copains d'abord dans le jeu du saucisson et du Beaujolais. C'était un homme d'un autre âge, un troubadour, un vrai, égaré dans notre siècle. Georges Brassens vient de mourir. On pourrait reprendre pour lui cette phrase qu'il avait eue à propos de la récente mort de Jacques Brel. Quand on aime les gens, ils meurent bien sûr, c'est-à-dire qu'ils s'absentent un petit peu. Jamais personne de ceux que j'ai aimés n'est mort. Alors les copains d'abord, ils sont là en partie sur ce studio Louis Nucera qu'il connaissait depuis 27 ans, puis d'un quart de siècle. Vous l'aviez rencontré à quelle occasion? J'étais journaliste à Nice, j'étais allé l'interviewer comme on dit, et c'était à l'époque où j'étais plein de certitudes, et je trouve qu'il a eu beaucoup de patience avec moi. Et au bout de quelques jours, une fois il m'a dit, tu sais, la révolution dans le fond, c'est d'essayer de s'améliorer soi-même, en espérant que les autres fassent la même démarche. Au début, j'avais trouvé cette phrase un peu comme un lieu commun, et puis je crois que c'est une phrase essentielle, banale, qui avait germé en moi, et si tout le monde la respectait, on ne s'aviserait pas de diriger autrui quand il est déjà si difficile de se diriger soi-même dans la vie. Alors son côté nounours qui apparaît comme ça, quand on le connaissait vraiment son côté, est-ce qu'il aimait les gens ou est-ce qu'il n'était pas un peu misanthrope? Pas du tout misanthrope, c'était l'homme le plus chaleureux et un sens de la fidélité, un sens de la discrétion. Son côté nounours, si on veut, c'est parce qu'il faisait partie d'un monde où beaucoup de gens, où souvent la sottise s'est mise à penser, où beaucoup de gens résolvent des problèmes sans même en connaître les données. Et lui, qui quand il signait des articles dans le Libertaire, car il était un anarchiste de la tradition individualiste, il les signait Pépin Cadavre ou Jo la Cédille, eh bien,
il avait conservé ce goût, une certaine violence en lui. Mais c'est entre amis qu'il a proféré cette violence sur des choses qui l'exaspéraient. Mais quand il était interviewé à la radio ou à la télévision, il savait que ce métier de chanteur, que ce métier du spectacle incite beaucoup de jeunes gens à imiter la personne qui chante et la personne qui est une star, qui est une vedette, bien que ce mot avec lui est un peu malvenu. Et alors il hésitait à se prononcer sur les grands thèmes, sur les grands sujets du monde, quand on lui posait une question sur la guerre ou sur je ne sais quelle question, s'il n'était pas bien au courant. Et cela, c'est pour ça qu'il paraissait, si vous voulez, un peu ours, parce qu'il ne voulait répondre que sur des choses qu'il pouvait espérer de connaître. Comme toutes les personnes qui savent beaucoup, il savait qu'il ne savait rien. Pierre Louky, c'était aussi un des copains de Georges Brassens. Vous l'aviez connu il y a 20 ans à peu près. J'ai connu vraiment bien en 62. J'ai fait ma première tournée avec lui en 62. Et puis depuis, vous ne l'avez pas lâché? Non. Enfin, c'est lui qui m'a pas lâché. Quand il est rentré comme premier chanteur vivant dans l'anthologie des poètes chez Seghers, je crois, vous pensiez vraiment que c'était un poète, que ça restera un poète pour les jeunes générations plus tard? Oui, bien sûr. Oui. Enfin, vous savez, moi, je ne peux pas vous dire grand-chose. Je suis venu parce qu'il fallait venir, mais avec Georges, en définitive, on a eu beaucoup de silence. Vous voyez, j'allais chez lui, puis on disait quelques petites choses, et puis après, alors le silence continue, c'est tout. Et on respecte votre émotion, Pierre Louky. Voilà longtemps qu'il n'avait pas chanté sur scène, on le disait tout à l'heure, il préparait donc sa rentrée pour le début 82, dans son musical favori, il n'en sortait pas souvent, c'était Bobino. Et bien en ce moment là-bas, c'est l'un de ses fils spirituels qui passe, Maxime Le Forestier, et puis sur place, chez les machinistes, chez les artistes, un grand rideau de chagrin, Daniel Lecomte. Oui, il y a beaucoup de monde ici, dans les files d'attente, qui ont été stupéfaits en apprenant la nouvelle. Et puis, vous savez, dans la salle, Maxime Le Forestier va passer dans un quart d'heure. Et Maxime Le Forestier était un ami très proche de Georges Brassens, puisqu'il l'a fait passer une première fois avec lui dans son récital en 1972. Ici, à côté de nous, nous avons Madame de Vitry, qui était directrice de cette salle et qui a connu Brassens la première fois quand il est passé. Madame de Vitry, on dit que Brassens avait beaucoup le trac cette fois-ci. Oui, il avait toujours le trac, mais il ne l'avouait pas, il était très pudique. Mais quand il rentrait en scène, c'était drôle, parce qu'il traînait sa guitare, et en plus, il s'insurge, il rouspétait. Alors je disais, oui, qu'est-ce que je fais là? J'en ai marre, je peux pas ici. Et puis il traînait, et puis il mettait le pied sur son chevalet, et puis voilà, il chantait. Et c'était ça, Georges. Et nous avons aussi une dame qui devait assister au spectacle de Maxime Le Forestier. Elle était très surprise d'apprendre tout à l'heure la nouvelle. Je vais vous demander, madame, qu'est-ce que représentait pour vous Brassens, pour vous et pour votre famille? Pour ma famille et pour moi-même, il représentait un grand poète et sa mort me bouleverse énormément. Pour moi, c'était un être en dehors des affaires, du show business. C'était impur pour moi. Brassens, un poète, un vrai poète comme Villon, comme Ronsard, qui chantait la nature, qui chantait tout ce qu'il y avait de saint. Je le regrette beaucoup. Alors, oui, de rester sur place et puis de nous faire peut-être entendre à 23h la réaction de Maxime Le Forestier après son tour de chant. Tout à fait, je voudrais vous dire en même temps que Maxime Le Forestier va consacrer la 3e chanson de son récital ce soir et vous la verrez à 23h dans le journal. Oui, à 7, sa ville natale, grosse émotion également depuis 2 heures, depuis que l'on a appris la nouvelle. Alors je passe également sur les très nombreuses réactions qui s'entassent sur nos bureaux. Je retiens celle du président de la République. Georges Brassens avait supporté haut l'alliance de la poésie et de la musique et son œuvre est déjà inscrite dans le patrimoine culturel français, a dit donc le chef de l'État en écrivant à la famille de Georges Brassens. Alors nous l'aimions beaucoup à Antenne 2, comme partout d'ailleurs, il était venu animer notre soirée sur la paix. Et quand Jacques Brel, on le disait tout à l'heure, est mort en 78, c'est le premier à qui nous avons appris la nouvelle. Et le regardez à ce moment-là comme il parlait bien de son ami. Je ne sais pas s'il faut le faire ou s'il ne faut pas le faire en réalité, j'en sais rien. Si vous n'aviez pas insisté pour me voir, je crois que je me serais défilé. Mais de notre côté, comme il y a tellement de gens qui aiment Jacques, il est difficile de pas... Enfin, c'est vraiment tout ça, c'est très difficile. C'est un ami, c'est un membre de notre famille qui est mort et c'est difficile à en parler. Vous savez, moi, j'aime bien parler de la mort pour rigoler, mais sérieusement, je ne sais pas le faire. Je ne pense pas qu'il soit mort, Brel, avec ce qu'il a fait, avec ce qu'il a écrit, avec ses qualités d'homme et ses qualités
d'écrivain, d'auteur. Il n'est pas mort, c'est comme s'il était vivant. Je pense qu'il est plus vivant maintenant que jamais. Paul Fort disait, il faut nous aimer sur terre, il faut nous aimer vivants, ne crois pas au cimetière, il faut nous aimer avant. Louis Nucera, quand vous l'avez entendu, il y a évidemment tout un flot d'anecdotes qui sont ressorties, qui ont trait à sa générosité, par exemple. La générosité, par exemple, un jour un ami avait eu besoin d'argent et il lui avait prêté cet argent et cet ami s'est mis à une table sans doute pour écrire une reconnaissance de dette et Georges lui a dit mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, j'écris une reconnaissance de dette. Il dit mais tu crois que j'ai pas confiance en toi? Alors l'ami lui a dit tu as peut-être confiance en moi mais si je meurs et qui est-ce qui te remboursera? Et Georges a dit mais si tu meurs tu ne crois pas que c'est l'argent que je regretterai? Ou alors un jour je me trouvais à Bobino, il y a un monsieur Despenaillés qui lui est venu lui demander de l'argent, il lui a dit très loyalement, je sors de prison, si vous pouviez me prêter quelque chose. Je crois qu'il avait 40 000 francs sur lui, enfin je parle un ancien franc, il lui a donné 20 000 francs, la moitié. Et puis bon, cela arrivait souvent parce que les gens célèbres comme lui sont souvent tapés. Eh bien, 2 ans après, ce monsieur lui avait dit, vous savez, si vous me prêtez cet argent, peut-être ça va m'aider à repartir dans la vie. Et 2 ans après, ce monsieur est revenu et il avait un beau costume. Il n'était pas rentré d'une façon subreptice dans les coulisses. Il a dit voilà, je suis le monsieur sorti de prison que vous avez aidé et voilà, maintenant je viens vous rendre votre argent. Enfin voilà, Georges Brassens quoi. Enfin, il ne faudrait pas arrêter d'en parler parce que c'est vraiment un type d'exception. Oui, Louis Nucera, il y avait un autre grand moment de télévision, c'était un moment d'amour tout court, lorsque dans le grand échiquier de Jacques Chancel, il avait parlé de sa mère, et vous allez voir, c'est tout Brassens, il y a de l'amour, et puis il y a beaucoup d'humour. Ma mère, qui était d'origine italienne, napolitaine, pas comme lui, c'est pas le même genre. Elle avait horreur, évidemment, elle était très pudibonde, elle avait horreur de mes chansons en gros mots, elle ne les écoutait pas d'ailleurs, et dans chaque lettre, elle me disait, cesse donc d'écrire des choses pareilles, écris des parapluies, écris la chasse aux papillons, écris l'Auvergnat. Elle voulait me voir recommencer toujours la chasse aux papillons, le parapluie. Pierre Louki, s'il faut que vous vous souveniez d'une chose de Georges Brassens, qu'est-ce qu'il vous aura appris, qu'est-ce qu'il vous aura légué comme testament? Dans la chanson, presque tout. Je veux dire que c'est du jour où je faisais des petites chansonnettes pour m'amuser, c'est du jour où j'ai entendu les premiers disques de Brassens que j'ai eu vraiment envie d'écrire autrement, autre chose. Dans la vie, dans le comportement humain? Oh, je sais pas. Vous me demanderiez ça en quelques jours, mais là, je sais pas. Voilà, ils étaient très nombreux, les amis de Pierre Brassens, à réagir comme Pierre Louki, de Georges Brassens, pardon. Et nous allons évidemment continuer à les interroger. Et demain soir, une grande soirée sur Antenne 2, à 20h30, consacrée évidemment à Georges Brassens. Et puis à la fin de ce journal, 2 chansons, parce que ça a un petit peu manqué à cette émission spéciale que nous avons improvisée en moins de 2 heures. La nouvelle nous est parvenue à 18h, 2 chansons. Donc tout à fait à la fin de ce journal. Deuxième titre de l'actualité ce soir, le procès Matencio. Procès exceptionnel à tous égards. La cour d'assises de l'Isère s'est en effet transportée ce matin dans la banlieue grenobloise pour tenter de retrouver les restes d'Olga Moisenko. Suivant cela, les indications de l'accusé qui hier avait craqué et avoué 3 crimes. Donc le président, les jurés, les avocats et l'accusé ont passé une bonne partie de la journée à l'extérieur. Mais les recherches n'ont donné aucun résultat. La Cour a alors décidé d'arrêter les fouilles et de reprendre les audiences tenues, et c'est rarissime, en plein air jusqu'à demain matin. La justice reprendra alors son cours ordinaire. Le reportage de nos envoyés spéciaux Paul Lefebvre, Patrick Simpson-Jones et Freddy Hausser. Il y avait un plan dessiné hier soir par Matencio. Le voici reconstitué. C'est par là que la cour d'assises a commencé ce matin à 10 h. Voici le président Robert Fabre. L'avocat général, puis les avocats, puis les jurés à côté du fourgon, et autour, une foule avec une quantité de journalistes. Matencio, visiblement, ne s'y retrouvait pas.
À ce moment-là, seul Matencio savait si cette longue journée ne serait qu'une farce, ou au contraire, la recherche de la preuve et de sa bonne volonté, et aussi de sa culpabilité. Le petit chemin, l'ancienne route d'Uriage, est situé à la base d'un plateau escarpé sur lequel Matencio a surpris Olga Moisenko et son fiancé. Matencio, comme prisonnier de la cour d'assises, a dans un premier temps indiqué un endroit bien précis, puis un autre, situé à quelques kilomètres du premier. Tout le monde s'est déplacé pour revenir finalement au premier endroit. Matencio affirmait que le corps d'Olga se trouvait près de ce poste d'eau. Matencio, là, a répété qu'il était le meurtrier. Mais paradoxalement, il dit qu'il n'a pas lui-même enterré la jeune femme. Une contradiction qui jette le doute sur l'ensemble de ses déclarations. À midi, les pompiers ont commencé à creuser à cet endroit qui apparaît bizarrement proche de la route pour y dissimuler un cadavre. Ce petit chemin est chaque jour le rendez-vous d'amoureux. À 13 h, les jurés sont allés déjeuner. Les pompiers, eux, ont continué à creuser. À 15 h, on a recommencé. Les jurés ont regardé ce grand trou vide, Matencio aussi. Alors, le président a réuni la cour d'assises dans un quart de gendarme, celui-ci. Et l'audience a repris, tout le monde aligné comme pour une excursion. Là, dans ce quart, Matencio a dit « Oui, oui, j'ai tué Olga, mais je ne sais plus où est son corps. Ce n'est pas moi qui l'ai enseveli. » Qui alors? Eh bien, les Brigades Rouges. Ainsi, Matencio est revenu à sa première version. L'homme, à ce moment-là, est apparu hésitant, puis suicidaire, puis muet. Tout cela n'a servi à rien. Alors la cour d'assises est repartie à Grenoble. Les débats reprendront demain. Les jurés aujourd'hui ont été bien étonnés de voir comment pouvait parfois fonctionner la justice. Autre procès retentissant, celui de Roger Knobelpis à Rouen. La cour d'assises de Seine-Maritime l'a finalement condamné à 5 ans de réclusion criminelle, en assortissant d'ailleurs cette décision de modalité qui devrait lui permettre de quitter très rapidement la prison, si le pouvoir exécutif le souhaite. L'avocat général, je vous rappelle, avait demandé 3 ans de prison. La compagne de Knobelpis, Jacqueline Prost, a été condamnée, elle, à 2 ans de prison et elle sortira libre du tribunal. On peut donc considérer que ce verdict de la cour d'assises de Rouen est un verdict de clémence. Claude Sérillon. Ce verdict peu banal. Le jury de la cour d'assises de Rouen a émis le vœu que les 5 années de réclusion criminelle contre Roger Knobelpis soient théoriquement décomptées à partir du 4 mars 1977, date de son arrestation, et comme devant s'achever le 3 mars 1982. Les jurés de Rouen ont souhaité également qu'exceptionnellement l'octroi d'une mesure de grâce présidentielle soit faite à Roger Knobelpis si la requête en révision de son premier procès, où il fut manifestement injustement condamné, venait à être refusée. C'est clair. Pour les jurés de Rouen, les arguments du procureur Vérac et de son défenseur, Maître Leclerc, étaient les bons. On ne pouvait dissocier les faits commis et reprochés du passé de Roger Knobelpis, de l'injustice qui lui fut faite. J'ajoute, pour en finir avec ces affaires de justice, qu'une nouvelle opération de police a été déclenchée la nuit dernière à Marseille, à la suite de l'assassinat du juge Michel. 300 personnes ont été contrôlées, mais les résultats ne semblent pas significatifs pour l'instant. Enfin, un aumônier de prison, un pasteur, a été tué ce matin à son domicile par un ancien détenu de la prison de Fleury-Mérogis, qu'il abritait chez lui depuis sa sortie de cellule. Un document maintenant en provenance d'Iran. Vous savez qu'il est très difficile d'y tourner des images, très peu de journalistes obtiennent des visas pour se rendre sur place. Aussi le film que vous allez maintenant découvrir et qui nous est parvenu par des voies détournées, il a mis un mois pour cela, prend-il toute sa valeur. Il s'agit d'un affrontement en plein Téhéran entre partisans et adversaires de l'ayatollah Khomeini. Gérard Sebag. L'un des quartiers de Téhéran, une colonne de fumée, des hommes armés sans uniforme. Sans doute des moudjahidines du peuple, des opposants de gauche, ils traînent sur le sol pour le mettre à l'abri l'un des leurs, blessé ou tué, alors que retentissent des rafales d'armes automatiques. Par l'intensité des tirs et le déploiement de ces combattants, il est nettement perceptible qu'il s'agit d'un accrochage sérieux, d'un véritable combat de rue.
Selon les lois en vigueur, ces hommes pris les armes à la main sont immédiatement et sans procès passibles du peloton d'exécution. Ces images sont la preuve, et sans doute pour la première fois avec autant de certitude, qu'il existe maintenant à Téhéran une véritable opposition armée et organisée contre le régime de l'ayatollah Khomeini, et que l'insécurité qui règne à Téhéran prend par moments des allures de guerre civile. Les travaux de l'Assemblée, suite de la discussion budgétaire avec aujourd'hui un affrontement sans violence mais ferme entre Laurent Fabius et les députés communistes. Ces derniers estimaient qu'à force de concessions, eh bien, on finissait par vider le projet d'impôt sur la fortune de tout son sens. Non, a répondu Laurent Fabius, l'essentiel a été fait, désormais il existe un impôt sur la fortune. Et le ministre du Budget de rappeler au groupe communiste que 4 membres du PC étaient au gouvernement. Les communistes d'ailleurs ne sont pas les seuls à se plaindre, certains socialistes sont grognés mais en silence, et puis le syndicat Force ouvrière des impôts estime que cet impôt est réduit à l'état de peau de chagrin. Alors que rapporte-t-il? Pourquoi est-il si difficile de l'imposer en France? L'idée d'une taxation sur la fortune des Français date du début du siècle. En 1914, Joseph Caillaux proposa le premier projet sans succès. En 1924, le cartel des gauches l'envisage, il fut vite abandonné suite à une fuite abondante de capitaux. En 1945, il prend le nom d'impôt de solidarité face à l'énormité de la tâche, il est mis aux oubliettes en 1949. La fiscalité française s'efforcera, sous la Ve République, de cerner la fortune des Français. François-Xavier Ortoli, en 1968, met en place les droits de succession et de donation. En 1973, une loi aménage la très ancienne taxe foncière. Et en juillet 1976, le président Valéry Giscard d'Estaing décide un impôt sur les plus-values. En 1978, les députés socialistes tenteront de déposer à l'Assemblée une proposition de loi instituant un impôt sur la fortune sans succès. Et c'est en octobre 1981 que l'Assemblée nationale va adopter un impôt sur la fortune, en excluant les objets d'art. Mais surtout, pour la première fois, elle permet la mise en place d'un contrôle sur la fortune de 1% des Français. Je crois que l'on va, dans tous les pays européens, vers une meilleure connaissance des revenus et une meilleure connaissance même des capitaux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut procéder avec une certaine lenteur. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain transformer une structure fiscale. Le droit fiscal est un droit qui suppose une certaine continuité, une certaine limitation, une certaine tolérance. Tolérance aussi bien de la part de ceux qui appliquent l'impôt que acceptation, que consentement de la part de ceux qui le subissent. Ça suppose toujours cette idée de consensus qui, je crois, devrait s'affirmer dans toute la mesure du possible. Alors cela dit, les députés de la majorité qui s'étaient également beaucoup alarmés de l'affaire Paribas auront peut-être noté avec humour que Paribas Suisse veut faire un souterrain anti-hold-up au propre et non pas au figuré, afin de parer aux dangers éventuels de hold-up lors de transfert des valeurs. Et je pense que si Jacques Delors avait pu faire ça plus tôt à Paris, il y aurait eu moins de problèmes. Avec Philippe Sassier maintenant, les conséquences pratiques de l'accord de l'OPEP hier à Genève sur un alignement des prix, mais aussi sur un gel jusqu'à la fin 80. Le gel du prix du pétrole pendant 14 mois offre un répit à l'économie mondiale, un répit sans lequel le plan économique du gouvernement aurait rencontré beaucoup de difficultés. En clair, Cheikh Kamani donne, passez-moi l'expression, un véritable coup de main à Jacques Delors. L'an prochain, la France va réussir un doublé, c'est-à-dire courir plus vite, sans accident cardiaque, connaître un taux de croissance plus élevé, 3,3%, avec un taux d'inflation moins fort, 10%. Rien de cela n'est possible si les prix du pétrole continuent de flamber. Ils ont triplé depuis 1978. Actuellement, la conjoncture française connaît une réelle embellie, les exportations augmentent, la consommation intérieure progresse, la production industrielle repart, un nuage noir, les investissements industriels sont toujours au point mort, mais la perspective d'une stabilité des prix du pétrole pourrait les inciter à repartir. Malgré l'augmentation du coût de nos achats pétroliers qui va se traduire par une augmentation du prix de l'essence à la pompe, le gel du prix du pétrole est donc une bonne nouvelle pour l'économie française, mais ceci à 3 conditions. D'abord, que l'accord de Genève soit respecté, ensuite, que le dollar ne s'emballe pas dans les mois qui viennent, et enfin, que la hausse des prix en France reste modérée. Actuellement, ce sont des objectifs qui ne paraissent pas hors de portée. La grève des chauffeurs de taxi aujourd'hui, ils demandent au ministère de l'Intérieur la recherche de mesures efficaces de protection. Je vous rappelle que l'une de leurs collègues est morte assassinée il y a quelques jours à Saint-Quentin pour quelques dizaines de francs.
Grève également dans les caisses d'épargne de l'Écureuil, aujourd'hui encore à Paris et en province. Entre autres revendications, la réduction du temps de travail à 35 heures sans perte de salaire. Et puis, comme chaque année, au ministère de l'Agriculture, la conférence agricole, avec cet automne une nouveauté, l'arrivée de nouvelles délégations syndicales chez Édith Cresson, celle du MODEF, de la FFA et des travailleurs paysans, ce qui ne fait pas forcément plaisir aux autres. Il s'agit encore, entre autres dossiers, de parler du revenu agricole, à un moment où l'endettement du monde paysan devient dramatique. Un reportage de Jean-Louis Calmejane et de Jean Villa. Il y a 10 ans, Daniel Boulogne se lançait dans l'élevage d'écailles. Il s'agissait alors d'un petit élevage familial et artisanal. Depuis, poussé à produire toujours plus par une demande de plus en plus importante, son élevage s'est considérablement agrandi. Il est aujourd'hui à la tête d'une véritable petite entreprise qui emploie 11 personnes avec comme principal investissement un mini-abattoir. Et c'est à partir de la construction de cet abattoir que commencent les difficultés pour Daniel Boulogne. Difficultés que de nombreux agriculteurs connaissent. Comme lui, ils ont mis le doigt dans l'engrenage de l'investissement obligatoire. Et du coup, ils sont devenus, comme se plaît à le dire Daniel Boulogne, des esclaves de l'investissement. Dans un premier temps, 3 000 cailles semaine, 3-4 000 cailles semaine pour un tel abattoir n'était pas rentable. L'abattoir ne tournait qu'une journée par semaine. Nous avons donc été amenés à faire des nouveaux investissements au niveau élevage. Cet élevage actuellement tourne aux alentours de 14-15 000 cailles semaine. Ce qui fait tourner l'abattoir 3 jours par semaine. La rentabilité en est nettement améliorée. Et est-ce que vous avez l'intention encore de construire d'autres poulaillers pour rentabiliser encore cet abattoir? Écoutez, vu les difficultés rencontrées sur cet investissement, je ne pense pas. Pourquoi? Si vous voulez, l'investissement étant tellement important, toutes les banques nous ont refusé leur concours. Nous avons eu un prêt tellement minime sur la somme demandée qu'encore actuellement, nous sommes étranglés, si vous voulez, par les remboursements. Cet élevage n'est pas celui de Daniel Boulogne. En effet, pour rentabiliser encore plus son abattoir, il a dû faire appel à d'autres éleveurs. Mais si un jour il est obligé de mettre la clé sous la porte, comme il le craint, il entraînera avec lui non seulement ses employés, mais aussi tous les éleveurs concernés. Finalement, est-ce que vous n'auriez pas préféré rester à un stade artisanal? Si, d'une manière... si les banques m'avaient suivi, si vous voulez, dans le financement complet de cet établissement, peut-être bien que j'aurais prospéré dans l'élevage de cailles, on aurait monté cette affaire. Mais étant donné que ça n'a pas été le cas, je préfère de beaucoup, j'aurais préféré plutôt rester au stade artisanal où j'en étais auparavant. Avec un niveau de vie semblable? Pratiquement, oui. Au-delà de l'histoire exemplaire de Daniel Boulogne, c'est tout le principe de l'investissement en agriculture qui est en question. Poussés à investir il y a quelques années, bon nombre d'agriculteurs ont joué le jeu, en augmentant leur productivité d'abord, dans le but d'augmenter leurs revenus ensuite. Mais pour beaucoup d'entre eux, au bout du compte, le résultat final a été le contraire du résultat escompté. Tchad, le gouvernement prend les Libyens au mot et leur demande de se retirer. Vous vous souvenez peut-être qu'hier, le commandant Djaloud, numéro 2 à Tripoli, avait condamné toute ingérence étrangère. Il s'était engagé à retirer ses troupes dès qu'on lui demandait. Eh bien voilà, c'est fait. Philippe Rochaud. À Tripoli, c'est toujours la fête quand un contingent de l'armée libyenne revient du Tchad. Avoir une armée qui fait régner l'ordre libyen à 2000 km de ses frontières, c'était un vieux rêve du colonel Kadhafi, mais un rêve qui aujourd'hui s'évanouit. Ces lance-roquettes soviétiques, c'était la force de son armée au Tchad. En 8 ans, le corps expéditionnaire libyen était passé de 200 à 10 000 hommes. Hier, force de paix, l'armée de Kadhafi était pratiquement devenue force d'occupation. Si le Tchad demande aujourd'hui son retrait, c'est qu'il se sent fort de l'appui des autres pays africains et de la France qui soutiennent l'envoi d'une force interafricaine neutre. Le principe du retrait des troupes libyennes est accepté par les deux parties. S'il y a un principe sur lequel le Tchad ne transige pas, c'est celui de son refus de servir de base à des troupes étrangères ou de terrain de déstabilisation contre des pays voisins. En revanche, mon pays tient à consolider son unité nationale
à préserver la paix intérieure et la défense de son intégrité territoriale. Le colonel Kadhafi n'a ce soir que deux solutions entre les mains, se retirer du Tchad ou tenter un coup de force, mais qui l'isolerait un peu plus sur la scène africaine et internationale. Pologne, remaniement ministériel, le général Jaworski a obtenu le départ de 3 personnalités très contestées par Solidarité à l'intérieur de son gouvernement. Et puis en Suède, toujours pas de solution à l'affaire du sous-marin soviétique échoué depuis 3 jours à moins de 15 km de la base de Karlskrona. Les habitants de l'archipel viennent en barque admirer la bête, 76 mètres et 1000 tonnes. Ils lui ont déjà trouvé un surnom tiré de sa position inconfortable sur les bas-fonds, Whiskey on the Rocks. Le sous-marin s'appelle Whiskey. Je crois que cette actualité aquatique nous amène tout droit à la météo avec Alain Gillot-Pétré. Et pour tout le week-end, eh bien, il y aura surtout de la douceur, c'est la principale information. Douceur perceptible aujourd'hui, oui, de la douceur en effet. Perceptible aujourd'hui à 13h, voici les températures extrêmes relevées par la météo nationale. À 13h, 8 degrés, c'était le minimum à Grenoble qui est derrière moi, maximum 19 degrés à Ajaccio. Pour demain samedi, il fera doux donc sur tout le pays. Et au sud de la Loire, en gros, beaucoup de brume et de nuages le matin, puis dans l'après-midi, de belles éclaircies se développeront. Au nord de la Loire, toujours en temps très couvert, très nuageux, avec des pluies intermittentes, surtout le matin du Pas-de-Calais aux Vosges, mais ça s'arrangera dans la journée. On peut espérer peut-être pour l'après-midi quelques éclaircies. Pour dimanche maintenant. Dimanche, eh bien, vous le constatez, l'amélioration sera surtout très sensible au sud de la Loire, où il fera très doux. Après dissipation des brumes matinales, il y aura de beaux soleils. Au nord de la Bretagne, aux Vosges et au nord, eh bien là, le ciel sera nettement plus couvert avec quelques bruines sur les côtes de la Manche. Entre ces deux zones du nord et du sud, une zone intermédiaire qui irait des pays de la Loire à la Franche-Comté et où là, eh bien là, il fera un temps mitigé avec des éclaircies et des passages nuageux. Les températures prévues pour demain, région par région, très douces pour la saison au-dessus des normales, de 8 à 10 degrés le matin, de 13 à 19 l'après-midi. Compte tenu de ces températures, les conseils de l'Agence pour les économies d'énergie, vous connaissez la carte, là où c'est rouge ou foncé, vous pouvez chauffer sans problème, ailleurs ce n'est pas nécessaire. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Enfin, notre éphéméride pour demain, samedi 31 octobre, les heures de lever et du coucher de soleil, 7h37, 17h31 pour Paris et la fête des Cantins. Oui, je crois qu'on aura besoin d'un petit coin de parapluie pour Georges Brassens qui n'aurait certainement pas aimé qu'on s'apitoie sur sa mort. Nous reviendrons sur ses conséquences à 23h dans l'émission de Jacques Merlino et puis demain à 12h45 chez Philippe Labro. Et puis comme promis, nous allons maintenant entendre 2 de ses chansons, 2 belles chansons. La première fille et puis Au bois de mon cœur. Bonsoir à tous, à demain 20h. J'ai tout oublié des campagnes, d'Austerlitz et de Waterloo, d'Italie, de Prusse et d'Espagne, de Pontoise et de Landerneau. Jamais de la vie on ne l'oubliera, la première fille qu'on a prise dans ses bras, la première étrangère à qui l'on a dit tu. Mon cœur, t'en souviens-tu comme elle nous était chère, qu'elle soit fille honnête ou fille de rien, qu'elle soit pucelle ou qu'elle soit putain, on se souvient d'elle, on s'en souviendra, la première fille qu'on a prise dans ses bras. Romola, ils sont partis à tire d'aile, mes souvenirs de la Suzon, et ma mémoire est infidèle à Julie Rosette Ouison. Jamais de la vie on ne l'oubliera, la première fille qu'on a prise dans ses bras, c'était une bonne affaire, mon cœur, t'en souviens-tu? J'ai changé ma vertu contre une primevère, que ce soit en grande pompe, comme les gens bien, ou bien dans la rue, comme les pauvres et les chiens. On se souvient d'elle, on s'en souviendra, la première fille qu'on a prise dans ses bras. Toi qui m'as donné le baptême d'amour et de 7e ciel, moi je te garde, moi je t'aime, dernier cadeau du Père Noël.
jamais de la vie on ne l'oubliera. La première fille qu'on a prise dans ses bras, on a beau faire le brave quand elle s'est dévêtue. Mon cœur, t'en souviens-tu, on n'en menait pas large. Bien d'autres sans doute depuis sont venus. Oui, mais entre toutes celles qu'on a connues, elle est la dernière que l'on oubliera. La première fille qu'on a prise dans ses bras. Il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Au fond de ma cour, je suis renommé. Au fond de ma cour, je suis renommé. Je suis renommé pour avoir le cœur mal famé, le cœur mal famé. Au bois Vincennes, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Quand il n'y a plus de vin dans mon tonneau, quand il n'y a plus de vin dans mon tonneau, dans mon tonneau, ils n'ont pas peur de boire mon eau, de boire mon eau. Au bois Saint-Loup, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Ils m'accompagnent à la mairie, ils m'accompagnent à la mairie. À la mairie, chaque fois que je me marie, que je me marie. Au bois Meudon, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Chaque fois que je meurs fidèlement, chaque fois que je meurs fidèlement, fidèlement, ils suivent mon enterrement, mon enterrement. Et des petites fleurs, et des petites fleurs. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur.